Donc, deuxième grande séquence, l'optimisation des coûts de production. C'est un très grand sujet, c'est-à-dire comment produire du méthane, du biométhane, plus, mieux et moins cher. On commence donc avec Bastien Praz de GRDF qui va nous parler d'une démarche d'innovation baptisée Bioptimisation 2020. Voilà, bonjour. Bonjour. Monsieur Praz, vous êtes en ligne, je pense. Oui, oui, vous m'entendez? Donc, il s'agit d'une démarche, si j'ai bien compris, d'innovation et de collaboration, une démarche collaborative. Écoutez, on a pris un tout petit peu de retard, donc je vous demanderai d'être également très concis. Bonjour à tous les deux. OK, et donc, on commence avec Bastien Praz, s'il est bien en ligne. Oui, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? On vous entend, très bien. Ok, et on vous très voit. bien. Eh bien, c'est parfait. Je vous laisse commencer. Oui, vous merci. Avez la parole. Je suis très heureux de participer au forum Métatlantique, donc merci de me laisser l'opportunité de présenter ce sujet Bioptimisation 2020. Alors, j'ai le retour, normalement, c'est vous qui présentez mes slides. Hein. Voilà, ok. Donc, comme l'a présenté Jean, effectivement, on est en plein contexte de revue des tarifs d'achat du biométhane, couplé à ça avec des objectifs assez ambitieux fixés par la PPE de coût de production du biométhane, donc de 75 € par mégawattheure en 2023 et 60 € par mégawattheure en 2028. Donc, c'est sûr que ce sujet est sur toutes les langues aujourd'hui et il est loin d'être facile à traiter. Bioptimisation 2020, donc la démarche que je vais vous présenter, là l'enjeu c'était de se dire on va avoir une démarche collaborative, donc on s'est associé à l'AMF pour cela, aux injecteurs de l'AMF, et on s'est dit voilà, l'idée c'est vraiment de voir avec eux qui sont sur le terrain, qui ont leur méthaniseur, de comprendre quelles sont leurs vraies problématiques au jour le jour dans l'exploitation, et de voir, en creusant un peu la façon dont ils exploitent et ces différentes difficultés qu'ils peuvent avoir, quels seraient les axes de travail qu'on pourrait dérouler sur l'année 2020, donc on arrive à la fin, pour justement obtenir des gains à court terme sur le coût de production du biométhane. Donc vraiment la démarche, on l'a lancée fin 2019. L'objectif était d'identifier, développer et mettre en œuvre des actions d'optimisation sur la chaîne de production du biométhane. Donc là, ça traitait surtout des charges d'exploitation. Finalement, on n'était pas sur la partie conception CAPEX, mais plutôt sur les OPEX. Et l'idée, c'était vraiment d'atteindre des gains à court terme de l'ordre de l'année. Donc, outre l'AMF qui a travaillé avec nous, on a 2 épurateurs, donc 2 fabricants d'unités d'épuration et 2 bureaux d'études qui ont contribué à la démarche. Et tout ça a été animé et accompagné par 2 cabinets spécialisés, Enea et Argon & Co. Et grosso modo, je vous ai remis le planning global de la démarche l'année 2020. Il y a eu 3 grandes étapes. La première étape, ça a été d'entretien avec 6 producteurs de l'AMF, 6 injecteurs de l'AMF, des entretiens sur site souvent, où on a posé tout un tas de questions sur leur coût d'exploitation, leur façon d'exploiter, les pannes qu'ils rencontraient le plus fréquemment, sur quels équipements, etc. On a tout remâché, réanalysé tous ces entretiens pour réaliser un atelier de fin janvier 2020 avec l'AMF, avec les participants, donc les injecteurs. Et on a synthétisé ces entretiens pour essayer d'en extraire l'essence, vraiment les sujets les plus problématiques et ceux sur lesquels on pourrait obtenir des gains le plus rapidement possible. Et ça a permis de débuter 3 chantiers en février qui se sont déroulés tout au long de l'année et qui se terminent pour les derniers en décembre. Ces 3 chantiers, je vous les présente. Donc le premier, il s'agissait, alors peut-être revenir à la slide précédente. Oui, non, dans l'autre sens. Oui. Voilà, encore avant. Voilà. Le premier chantier, non, juste après. Voilà, le premier chantier sur lequel on a travaillé, c'était sur la définition en fait de diagnostic standard sur la maintenance et la consommation électrique. En fait, qu'est-ce que c'est?
L'objectif là, c'était de dire si on fournit un cahier des charges clé en main aux producteurs, c'est plus facile pour eux de consulter et de réaliser des diagnostics sur leurs unités de maintenance, de performance de la maintenance et de performance des consommations électriques. Et l'objectif, c'est d'avoir un cahier des charges standardisé pour que le coût de ce diagnostic, qui serait fait par un bureau d'études spécialisé, reste modéré. Alors là, on vous ai mis autour de 5 000 euros, mais ça reste évidemment à voir. L'objectif aussi final de ce cahier des charges, c'est que ça permette au producteur de gagner du temps. Il n'a pas besoin de réécrire à chaque fois un cahier des charges pour consulter à tout un tas de bureaux d'études. Et ça lui garantit un minimum de résultats parce que on lise tout un tas de choses dans ce cahier des charges. Voilà, donc c'est vraiment une mise à disposition d'un document de consultation simplifié. Pourquoi ? Parce qu'on constate que dans le coût de production du biométhane, les coûts de maintenance et d'électricité sont pour une grosse part des charges sur le coût de production du biométhane. Donc les gains possibles qu'on estime sur des unités qui sont pas encore ultra optimisées, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Et les étapes proposées dans ce diagnostic, elles sont de 4. Donc, une première étape de caractérisation de l'unité, une deuxième étape où on va identifier les équipements critiques, une troisième, on va analyser les postes vraiment de maintenance et d'électricité, et une dernière où on va faire une synthèse et une recommandation au producteur. Donc vous voyez que sur ces 4 étapes, les 2 étapes se passent en partie sur le site du producteur. Donc concrètement, je suis producteur de biométhane, j'utilise ce cahier des charges qui stipule tout un tas d'objectifs. Je précise quelques-uns de ces objectifs et je peux l'envoyer à des bureaux d'études, des experts spécialisés qui me font une offre commerciale en retour. Je contractualise avec un bureau d'études qui me fait l'offre la plus pertinente de mon point de vue. Et ce bureau d'études s'engage à réaliser des diagnostics conformément au cahier des charges, suivant ces 4 étapes qui sont adaptables après suivant les bureaux d'études. Mais l'idée, c'est vraiment de donner des grandes lignes pour ne pas que le producteur ait trop d'incertitudes sur ce genre de prestations. Voilà, on va peut-être pas avoir le temps de détailler, mais là, cette slide, c'est juste pour vous montrer, la slide juste avant, les différentes thématiques qui peuvent être abordées dans ce diagnostic, notamment autour de la maintenance et des consommations électriques. Et sur ce chantier, on a complété, donc avec la slide en cours, là, ouais, c'est la slide où il y avait le petit camembert. Voilà, on a complété ce chantier par la réalisation d'une fiche affaires électricité. Alors pourquoi en fait l'idée de cette fiche, c'est de permettre aux producteurs de comprendre déjà la composition d'une facture d'électricité pour que dans un deuxième temps, ils puissent optimiser cette facture, voir quels sont les axes de réduction possibles du coût d'achat de leur électricité. Et cette fiche, elle vient vraiment en complémentarité des diagnostics d'électricité parce que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grosse disparité sur le coût de l'électricité suivant les producteurs. Voilà, il y a des producteurs qui arrivent à bien négocier leur contrat d'achat d'électricité, d'autres un peu moins. Donc cette fiche, elle vise à permettre à ceux qui l'ont moins bien négocié de voir pourquoi ils l'ont moins bien négocié et de leur négocier et d'avoir donc des gains qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Donc la slide suivante, ça va vous présenter une des composantes de la fiche où vous voyez, on a vraiment décomposé la facture d'électricité en 3 grands axes. Il y a la fourniture, il y a la TURP et puis il y a tout ce qui est taxes. Et sur chacun de ces 3 grands axes, on a listé différents axes d'optimisation, différents moyens d'optimiser cette facture avec les gains estimés tout à droite. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a un GT électricité qui a été créé au sein du club biogaz avec Marc Schinger. Et l'objectif de ce GT électricité, notamment, c'est de revoir cette fiche, de la compléter et de pouvoir la communiquer la plus largement possible auprès des producteurs de biométhane. Le deuxième chantier tourne autour de la réalisation d'une application en ligne pour suivre et comparer les OPEX des producteurs. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une application donc web qui est simple et conviviale. Il vise en fait à renseigner les charges des OPEX de chacun des producteurs dans le but d'avoir des indicateurs déjà de suivi. C'est-à-dire, je peux suivre mois après mois et année après année certains indicateurs d'exploitation, donc ma productivité, mon efficacité énergétique, mon taux d'injection, etc. Mais surtout se comparer aux autres sites
pour pouvoir voir si par rapport aux autres, je me positionne bien ou mal. Et si je me positionne mal, se dire là, sur ce texte-là, sur cet indicateur-là, j'ai quelque chose à faire, il y a quelque chose à optimiser. Donc c'est vraiment une application qui permet d'initier des réflexions de la part des producteurs et des échanges entre eux pour optimiser leurs OPEX et qui permet donc peut-être d'initier justement ce que je vous ai présenté dans le chantier 1, c'est-à-dire des diagnostics pour comprendre pourquoi je suis moins performant qu'un autre. Donc cette application, elle est en cours de développement. Elle sera mise en ligne normalement courant décembre, donc elle vise les producteurs de biométhane. Ce sera surtout l'AMF qui seront les premiers utilisateurs au début parce qu'on a travaillé avec eux sur le développement. Et la slide suivante vous permet, voilà, sur la slide suivante, vous illustrez un peu les types d'indicateurs qu'on remonte dans cet outil. Donc vous avez à la fois des indicateurs propres au site et puis des indicateurs comparatifs, soit mensuels, soit annuels, avec évidemment une visualisation graphique. On va retrouver par exemple la productivité de biométhane, mon efficacité électrique, ma consommation électrique par rapport au mégawattheure que j'injecte, ma production réelle par rapport à la production théorique que je serai en droit d'attendre au vu de mes intrants, mes OPEX, etc. Vous voyez, ça va être assez complet et en même temps, on n'a pas voulu développer une application trop détaillée, trop compliquée, parce que après, c'est un peu plus compliqué d'embarquer des utilisateurs. Donc, cette première version se veut volontairement light et l'objectif, c'est de pouvoir déjà l'améliorer en 2021 en prenant en compte les remarques des utilisateurs. Et je vous présentais le troisième chantier qui est la plus focus réseau, puisque l'objectif de ce chantier, c'était d'étudier l'opportunité de mutualiser les unités d'épuration et d'injection. Donc, on a étudié cette opportunité en collaboration avec 2 épurateurs qui ont travaillé sur deux groupes distincts. Et la question qu'on leur a posée, c'est par rapport à la situation actuelle, si je fusionne le poste d'injection avec l'unité d'épuration, en fusionnant du coup les composants, les fonctions et du coup les actes de maintenance associés, quel serait le gain à en tirer? Voilà, on s'est posé cette question parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'épuration et l'injection, ça pèse plus ou moins pour 18% du coût de revient du biométhane. Hein. Évidemment, c'est variable en fonction des typologies et des tailles de site, mais c'est quand même un poste de coût majeur. Et donc, arriver à optimiser ces postes de coût, forcément, c'est un levier de réduction important des coûts de production du biométhane. Aujourd'hui, ce chantier est terminé. On a eu des estimations effectivement de gains de la part de ces groupes de travail qui sont intéressants, très intéressants. On s'est réapproprié le sujet côté GRDF et aujourd'hui, on a plusieurs barrières à lever avant d'aller plus loin. Donc, notre objectif, ce serait de pouvoir développer un pilote. Mais pour développer ce pilote, il y a encore quelques questions qu'on se pose sur la sécurité du réseau de gaz, comment on maintient notre responsabilité de sécurité du réseau, de maîtrise des données d'injection, comment on évite d'avoir trop de versions, donc comment on arrive à standardiser quand même ces unités intégrées pour éviter d'avoir trop de variabilité sur le marché. Et est-ce que la réglementation nous permet de faire ça? Voilà, il y a pas mal de questions. Mais vous voyez sur le schéma, la situation aujourd'hui, c'est 2 postes distincts. La situation de demain envisagée, ce serait d'avoir une seule grosse unité avec une partie accessible par GRDF pour pouvoir réaliser ses missions, mais dans un rôle quand même, dans une vision quand même beaucoup plus optimisée où on aurait moins de redondance d'équipement, etc. Voilà. Et en conclusion, sur la dernière slide, c'est juste pour rappeler que finalement ces 3 chantiers, ça a été un plutôt bon succès, hein, avec des retours très positifs de l'AMF. Donc, je vous dis l'AMF, c'est des personnes comme Florian Chris, Maurice Coac, Jean-François Delettre, Damien Roy, là, qui nous ont aidés à travailler sur ces sujets. On souhaite renouveler l'exercice en 2021. Donc vraiment, voilà, de la même manière, hein, sur des chantiers concrets qu'on déroule sur une année, avec dans l'objectif d'atteindre des résultats à court terme sur des thématiques qui intéressent directement les producteurs de biométhane. Et aujourd'hui, on a quelques idées hein, sur par exemple, la réduction de l'autoconsommation des sites, hein, donc l'autoconsommation au biogaz, par l'isolation par exemple des digesteurs, améliorer la récupération d'énergie, faire un benchmark européen des meilleures pratiques qu'on pourrait retrouver sur d'autres méthaniseurs, sur on va dire des schémas qui ressemblent à ce qu'on peut retrouver en France, l'amélioration de l'application que je vous ai présentée, de Metacompare, et puis des thématiques sur le pré-traitement, l'incorporation,
Voilà, et on est ouvert à toutes bonnes idées de tout acteur de la filière qui voudrait vraiment travailler sur des choses de ce type. Merci, Voilà, j'espère que j'ai respecté mon timing. merci Monsieur C'était un peu Praz. vite. Merci Monsieur Praz, c'était très dense, c'était très clair. Merci encore. Donc, on va avancer maintenant vers une deuxième intervention. On continue avec Benjamin Greffier de Nature Énergie, qui va nous parler des atouts d'une approche résolument industrielle et technologique. La démarche portée par Nature Énergie, qui est un acteur européen qui fait référence dans son métier industriel. Voilà. Benjamin, il est sur mon plateau. Bonjour Benjamin Greffier. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour présenter rapidement Nature Énergie, on est actuellement le premier producteur de biométhane européen. On collecte plus de 40 années d'expérience en méthanisation, puisqu'on est un groupe danois qui a été fondé en 1979, avec une filiale française créée en 2008. On est installé à Bouaille, juste là. Voilà, donc on a 15 unités en fonctionnement à ce jour au Danemark. Donc, et on est une société complètement intégrée, assurant le développement des projets, la conception, le financement, la construction et aussi toute l'exploitation derrière. Au fil des années, en fait, dans un but aussi d'optimiser les coûts de production, on s'est orienté vers des unités de grosse taille uniquement, donc allant de 100 à 750 000 tonnes. Justement, ces tailles d'unités nous ont permis d'optimiser drastiquement les coûts d'investissement et les coûts de production. Donc, comme on le peut voir sur les courbes, qui présentent le ratio des OPEX par productible, donc par normomètre cube produit, en fonction du débit horaire, on peut voir que plus on augmente le débit horaire et donc la capacité de l'installation, plus les coûts de production mais aussi les coûts d'investissement chutent. On peut diviser facilement par 3 ou 4 ces coûts-là. Donc oui, ces deux courbes sont pour des types d'intrants différents, mais elles sont similaires pour les CAPEX ou les OPEX. Donc quand on dit optimisation des OPEX, ça passe par une ligne de pré-traitement optimisée. Par exemple, sur une taille importante, donc les économies d'échelle, ça nous permet d'avoir 4, 5 ou 6 lignes de pré-traitement qui tournent à 100%, au lieu d'avoir une seule ligne qui tourne à 50%. Donc ça permet d'optimiser la disponibilité du pré-traitement. Sur la partie digesteur, on utilise des gros volumes de digesteurs verticaux. Donc on a une meilleure efficacité énergétique, par une réduction significative de la consommation électrique et thermique. Donc l'optimisation thermique, elle se fait par l'isolation du toit et des viroles des digesteurs, mais aussi par un chauffage externe. On utilise aussi des températures optimales de digestion, adaptées en fonction des types de biomasse qu'on incorpore, qui sont en général aux alentours de 48 à 52 degrés. L'optimisation et les effets des tailles d'échelle nous permet aussi d'optimiser et de passer plus de temps en prévention, le but étant d'avoir une disponibilité maximale. La méthanisation est un processus biologique qui fonctionne en continu 100% de l'année. Le but d'optimiser ces installations est d'augmenter la disponibilité. Et donc, par ces économies d'échelle, on a des disponibilités sur nos installations qui sont supérieures à 99%. Là, on a voulu présenter un bilan des énergies produites en fonction des énergies consommées sur site. Donc, on a tout mis tout converti en mégajoules pour faciliter la comparaison. Et on peut voir que si on produit 100% d'une énergie, la consommation électrique, donc par les différents points évoqués précédemment, nous permettent d'avoir une consommation électrique de l'ordre de 5 à 6% par rapport à l'énergie primaire produite. La consommation thermique
donc, qui est nécessaire pour le pré-traitement, pour le chauffage des digesteurs, pour l'hygiénisation et dans certains cas pour l'épuration, représente environ 15%, qui peut être assuré par une énergie renouvelable, le bois ou le biométhane. Et c'est surtout sur la consommation électrique qu'on peut miser, parce que le fait d'augmenter, par exemple, pour revenir sur l'efficacité énergétique des digesteurs, plus on augmente la taille des digesteurs, plus le ratio de la consommation énergétique par rapport au volume brassé sera faible. Et après, on a voulu, sur la compacité aussi des installations, on a mis quelques slides pour montrer la densité des installations. Donc là, c'est une unité de 360 000 tonnes qui a été passée à 500 000 tonnes l'année dernière, avec 80% d'effluents d'élevage. Celle-ci, c'est Holstead qui était à 400 000 tonnes, qui est aussi passée à 600 000 tonnes. Là, c'est une Wiedebeck qui a été mise en service plus récemment, donc en décembre 2018, qui est une 600 000 tonnes, avec toujours plus de 80% d'effluents d'élevage. Et Corskro, qui a été mis en service en début 2019, qui produit 22 millions de mètres cubes de biométhane par an, avec plus de 85% d'effluents d'élevage. Voilà. Voilà, qui a été très bien fait, très succinct et très clair. Merci. Donc voilà, ça c'est le volet un peu particulier d'un industriel qui fait référence au niveau européen, Nature Énergie. On va continuer avec Valentin Fougerit du groupe Kéon. Donc qui va nous travailler avec nous sur en fait comment on peut effectivement réduire les dépenses d'exploitation, les fameuses OPEX, comment dépenser moins et comment on peut produire plus. C'est l'éternelle équation. Donc Valentin Fougerit qui doit être en ligne à l'instant où je vous parle. Valentin. Exactement, bonjour à tous. Vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfaitement. Parfait. Donc bonjour à tous. Je vais moi vous présenter la démarche du groupe Kéon, qui est un acteur également intégré sur la méthanisation pour présenter la démarche que l'on suit pour optimiser le coût de production du biométhane, qui est vraiment un enjeu stratégique pour la filière. Donc Kéon est un acteur qui dispose de 3 filiales avec 3 métiers, qui en fait un acteur intégré. Avec des compétences très complémentaires. Le premier métier étant le métier de développeur à travers une filiale qui s'appelle Tergreen. Le deuxième étant le métier de constructeur à travers la filiale Nasqueo Environnement, qui est certainement l'entité la plus connue en France. Et ensuite, une filiale d'exploitation qui s'appelle Sycomore Service, qui est une plateforme de services dédiée à l'exploitation des sites et qui réalise de la gestion déléguée. Et donc, à travers ces compétences complémentaires, on pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans le développement de la compétitivité du biométhane. Et donc, je vais vous présenter la démarche et la réflexion que l'on suit depuis plusieurs années. Cette réflexion donc, a été entamée depuis quelques années et se matérialise assez fortement depuis 2019. Il y a eu une étude de référence sur ce sujet qui a été très bien fait par Enea Consulting en 2019, présentant 3 modèles de projet à 100, 200, 300 normomètres cubeurs de biométhane injecté, présentant des analyses de sensibilité aux différents postes et quelles étaient les possibilités d'optimisation à travers un travail sur le business plan que je mets en corrélation avec les objectifs de la PPE 2020 qui ont été évoqués ce matin, donc d'atteindre un tarif cible d'achat de 75 € par mégawattheure en 2023 et de 60 € en 2028. Donc nous, en tant que groupe, on a voulu réaliser cet exercice en interne avec nos compétences
pour se fixer une feuille de route de R&D et d'innovation afin de s'appuyer sur nos différents métiers. Donc, on ambitionne de travailler sur ce qui nous incombe, c'est-à-dire le coût de production du biométhane, hein, pas le tarif d'achat. Et donc, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'atteindre un coût de production de 75 € par mégawattheure en 2023 pour les projets que l'on développe et de 60 € en 2028. Et donc, je vais maintenant vous présenter un focus sur les coûts d'exploitation. L'analyse que l'on a réalisée est que 60 à 70% du coût de production sont portés par les coûts d'exploitation. On a analysé chacun de ces différents postes avec nos développeurs de projets. Et on s'est fixé à partir d'un état 2019 les objectifs qui nous semblaient atteignables et ambitieux pour 2023 et pour 2028. Vous voyez sur ce graphe les contributions au coût de production. En bleu, l'état 2019 et en orange, l'état 2023. Et en vert, les points qui représentent les variations sur le coût de production. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que les trois grands postes qui vont que nous on a retenus comme amélioration à court terme, ce sont les postes de dépenses électriques avec une optimisation que l'on évalue à 3,5 € par mégawattheure, le poste achat de matière et le poste RH qui est également un poste important dans les coûts d'exploitation d'une unité. Donc, en face de ces différents postes, nous avons développé une démarche systémique pour justement se donner les moyens de ces objectifs. Donc, je vais vous présenter ces trois différents volets. Sur le volet RH, les deux points qui nous semblent stratégiques, c'est d'optimiser les dépenses que l'on réalise et deux, de diminuer les besoins. Donc, à ce jour, on est en train de réaliser sur différents sites un audit sur des sites qui sont en exploitation pour comprendre la structuration de ces dépenses et comment on pourrait proposer des pistes d'optimisation en s'appuyant sur la compétence de notre filiale d'exploitation déléguée Sycomore. Le deuxième volet, c'est le volet électricité. Où là on a identifié deux stratégies. Donc la première qui est acheter mieux, dont Bastien a tout à l'heure parlé par exemple, et la deuxième c'est consommer moins. Pour cela on a développé deux axes. Un premier qui est lors de la conception d'intégrer par exemple le développement d'une centrale photovoltaïque, et donc on travaille à concevoir des centrales qui vont pouvoir adapter leur courbe de consommation électrique avec une courbe de production photovoltaïque pour diminuer les dépenses énergétiques associées. Le deuxième volet, c'est le diagnostic de la consommation réelle d'un site pour disposer d'un outil solide pour venir proposer en phase d'exploitation des vrais leviers d'optimisation aux exploitants. Le troisième volet, c'est l'achat de matière. Donc, acheter mieux et produire plus de biogaz avec les mêmes intrants. Donc là, il y a différentes stratégies qui sont mises en œuvre. Le premier, c'est de capter des intrants avec redevance. Donc, de proposer des centrales qui sont capables, à travers leur ligne d'incorporation, de capter ces intrants et d'avoir une certaine flexibilité et robustesse technique. Le deuxième point, c'est d'augmenter la productivité de ces mêmes intrants à travers des filières de pré-traitement. Donc, on a identifié toute une série de technologies qui nous semblent vraiment pertinentes et qu'on souhaite évaluer à l'échelle industrielle pour pouvoir les proposer sur le marché. Et enfin, capter des intrants qui vont être plus méthanogènes.
Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats d'un de ces projets qui est l'exemple des consommations énergétiques. Donc, pour ce faire, on a travaillé sur 4 sites pilotes où on a cherché à réaliser un diagnostic, à évaluer les consommations énergétiques de ces sites. Donc, on a travaillé sur différentes données, les factures énergétiques de ces sites, les temps de fonctionnement des différents équipements, le listing de tous les équipements qui vont être amenés à consommer de l'électricité. Et derrière, on a développé un modèle relativement complexe, intégrant la description de chacun des équipements qui vont dépenser de l'énergie électrique. Pour reconstituer finalement la facturation et être capable de simuler de manière fine, à un pas de temps de 10 minutes, la consommation qui va être réalisée sur un site. Et donc c'est le graphe que vous avez dans le bas du slide, les résultats d'une simulation que l'on est capable de faire avec le profil de consommation réel du site, que l'on est maintenant capable de très bien reconstituer. Et c'est un outil qui nous permet de travailler sur l'optimisation et la conception des sites. Le résultat, c'est sur un des sites, c'est que l'on est capable ensuite de distinguer sur les différents ateliers où est-ce que vont se situer les enjeux de consommation électrique. Donc sur ce site exemple, on peut identifier que 60 à 70% de la consommation électrique du process méthanisation, je ne parle pas du volet épuration, est liée à l'agitation, et donc c'est sur ce volet-là que nous travaillons particulièrement actuellement. Donc en conclusion, nous avons à ce jour sur ce projet développé un outil capable de simuler à un pas de temps relativement fin les consommations d'un site en vue d'optimiser ces consommations. Et donc nous travaillons avec cet outil pour développer des choix techniques impactant les OPEX d'un site. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est 3 points. Le premier, c'est que le groupe Keon, à travers ses différentes compétences, a vraiment vocation et pense avoir un rôle à jouer très important dans le développement et l'optimisation des coûts de production du biométhane. Nous avons identifié en particulier les coûts d'exploitation avec 3 postes principaux, les dépenses électriques, le poste RH et le poste achat de matière. Sur ces trois postes, il y a des projets qui sont associés et donc nous sommes ouverts à toute collaboration pour travailler sur la compétitivité de la filière, et donc je vous invite à me contacter pour aller plus loin. Merci à tous. Merci beaucoup, Valentin Fougery. Et pour cette séquence, donc toujours sur la réduction des coûts, on va se tourner sur le plateau vers mon invité, Silver Labrune. Bonjour Silver. Bonjour Arnaud. Et donc on va examiner cette piste d'optimisation des coûts qui consiste à produire finalement de l'électricité pour ses propres besoins sur son site. Est-ce que c'est bien ça ? Tout à fait, exactement. Donc comme le disait Valentin, une des pistes d'optimisation, c'est de produire sa propre consommation, de produire une partie de l'énergie grâce aux toitures, utilisées notamment pour le stockage des matières premières ou des produits finis, des digestins en l'occurrence. Alors, dans quel sens ? Hop. Alors déjà, pour commencer, présentation de la société IEL, Initiative Énergie Locale. Donc aujourd'hui, on est un peu moins de 50 salariés, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. On est implanté dans le Grand Ouest avec 3 agences, Saint-Brieuc, Rennes, Nantes. On a 4 filiales. Donc on a le développement des parcs éoliens solaires au sol. Je vais vous montrer 2 références ensuite. IEL études d'installation que je dirige. Donc nous, on fait majoritairement des centrales de 500 à 3000 m² en toiture. IEL exploitation, c'est la maintenance et la supervision des centrales solaires, qu'elles soient en toiture ou au sol. Et on a, comme Nature Énergie, des actifs, donc 34 mégas en éolienne et 35 mégas en parc solaire. Et notre objectif, c'est d'arriver à fin 2021 à 100 mégawatts de production
détenus en propre. Voilà, par exemple ici, pas très loin de Métabiogaz, dont je vais vous parler après, on a 9 éoliennes qu'on détient en propre, qui représentent 16 mégas. Donc c'est dans le sud de la Vendée. Donc ça, c'est un exemple de parc éolien qu'on détient. Et on a plusieurs centrales au sol. Là, j'en montre une parce qu'elle est assez marquante. On a équipé le bunker de construction des sous-marins sur la base sous-marine de La Rochelle. Donc là, il y a 2,1 mégas. Donc c'est à mi-chemin entre une toiture et une centrale au sol. On a 3 types de prestations chez IEL Études et Installations. On est capable d'investir en propre, c'est-à-dire qu'on peut faire soit de la location-construction, on peut même aller jusqu'à construire le bâtiment, mais ça c'est plus valable dans le monde agricole, soit pour ce qui concerne par exemple une centrale, une unité de méthanisation. On peut, sur la base d'un cahier des charges qu'on donne aux constructeurs ou aux maîtres d'ouvrage, on peut s'installer sur la toiture et donner soit une prime d'entrée, soit des loyers pendant 20 ans. Donc là, si par exemple le maître d'ouvrage n'a pas envie d'investir lui-même dans la centrale solaire, on peut louer la toiture. La deuxième possibilité, c'est tout simplement que le maître d'ouvrage, et c'est ce qu'on verra après pour Métabiogaz, investisse lui-même dans sa centrale solaire. Et là, il peut soit injecter l'électricité au réseau en revente via le tarif de soutien en guichet unique. Là, aujourd'hui, on est un petit peu en dessous des 10 centimes du kilowattheure pour le 100 kg. Et troisième application qui commence à se développer, c'est l'autoconsommation, et qui est d'autant plus pertinente pour les centrales de méthanisation qui voient leur coût, comme ça a été dit précédemment, leur coût d'électricité monter tous les ans. Donc là, par exemple, l'image de droite, c'est la Biocop de Pontivy, 42 kg, sur 3 toitures. Et là, c'est autoconsommé intégralement. C'est une centrale qui a été mise en service en 2015. Donc ça fait déjà un moment que ça tourne. Et ce qui est important, c'est ce que disait, on le voyait bien à travers le graphique de Valentin avant. Ce qu'il faut, c'est bien calculer le talon de consommation. Et à partir de ça, on dimensionne une centrale solaire, de manière à ce que les kilowattheures, si on part en autoconsommation totale, ne partent pas gratuitement dans le réseau. Alors avant d'attaquer, Grégory, David m'a dit, fais-leur un petit retour sur le moratoire photovoltaïque. Alors je lui ai dit, t'es sûr que je suis vraiment là pour casser l'ambiance? Bon, alors je vais vous dire un peu ce qui s'est passé, et il est vrai que je fais partie des survivants du solaire, parce que moi j'ai été embauché en 2009. Et le 1er décembre 2010, je me rappelle, j'étais à Polytech, conseil interministériel, et là ça tombe, moratoire. Alors, on s'est dit, c'est pas possible, c'est pas dans l'air du temps, ça peut pas arriver. Bon, de ce que j'ai écouté tout à l'heure, le tarif qu'on vous propose ressemble quand même assez peu à un moratoire, mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Je vais vous contenter de vous expliquer ce qui nous arrive à nous dans la filière solaire. Donc, le 1er décembre, rétroactivité dans l'instruction des dossiers. Grosso modo, ça va vous faire froid dans le dos, hein. Tous les porteurs de projets qui n'avaient pas payé leur acompte de convention de raccordement se sont vus annuler leur projet. Voilà, purement simplement. Donc moi, en l'occurrence, j'ai eu 60% de mon carnet de commandes qui a disparu ce jour-là. Donc après, on a mis 3 mois à attendre un nouveau cadre réglementaire. Et le 11 mars 2011, on a eu un nouvel arrêté qui nous disait « Vous avez le droit de faire des centrales solaires de nouveau, vous avez le droit de travailler de nouveau. » C'est un peu comme les commerçants en ce moment. Mais pas plus de 100 kilos. Voilà, donc on s'est adapté, parce qu'il n'y a pas le choix dans cette filière, comme pour vous d'ailleurs. Toujours est-il, et encore là je suis sympa, qu'il y a eu évidemment contraction de l'activité, grosso modo au moins la moitié des entreprises qui ont fait faillite, et entre la moitié et les 3/4 des emplois supprimés, dans les 2-3 années qu'on suivit. Voilà. Après, la filière s'est reconstruite petit à petit, surtout à partir de 2014, et depuis, le problème qu'on a en tout cas depuis 2 ans, c'est de trouver du monde. On est en forte croissance, donc la filière redémarre réellement. Et même si évidemment, comme on est dans un métier réglementaire, on est toujours soumis au nouveau ministre de l'écologie, sachant qu'il dure en moyenne 1 an et demi, mais on sait s'adapter, comme dans votre filière. Voilà. Je reviens sur l'autoconsommation maintenant. Donc ça, quelque part pour nous, c'est
C'est l'avenir maintenant. De plus en plus, on va sortir du cadre de soutien de l'obligation d'achat ou des appels d'offres creux ou des appels d'offres PPE. Donc là, je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est une centrale qu'on a finie il y a 1 mois. Donc c'est de l'injection totale des kilowattheures dans le réseau. Il s'en est fallu de peu qu'ils partent sur l'autoconsommation. L'économie du projet était sensiblement la même. Donc ici, c'est un 100 kg, 100 kW crête, avec des panneaux de conception allemande, un onduleur SolarEdge avec optimiseur de puissance, des fixations faites par Dome Solar, qui est une entreprise autour de Nantes. Donc les chiffres clés, c'est une centrale solaire qui coûte 87 000 €. Le raccordement sur domaine privé, là c'est l'électricien du client qui l'a fait, 2 500 €, c'est pas très cher. Comme on est au sud de la Vendée, la centrale elle produit bien, hein, pour nous c'est bon, hein, 1200 kWh du kW crête, ce qui produit 120 MWh par an d'électricité. Et là, les gains nets sur 20 ans, donc quand on fait le bilan, on est à 133 000 € d'économie pour 43 tonnes de CO2 évitées, soit la consommation annuelle électrique de 35 foyers. Donc là, ce qui était bien, c'est qu'avec Nasqueo, qui sont venus nous voir il y a pratiquement 3 ans, comment on peut accepter facilement une toiture solaire. Donc il y a 3 grands principes. Il faut que le bâtiment tienne la charge de 20 kg du mètre carré. Il faut idéalement que le bac acier soit de 75 centièmes et antidérapant. Et si possible, que la conception fasse que, éventuellement, la tranchée entre la centrale solaire et le tableau général basse tension soit déjà imaginée avant. Donc quelques réservations. Donc là, l'idée, ce serait pourquoi pas d'équiper aussi le bâtiment qui est un peu plus au nord sur la photo. Voilà, donc ça, j'espère qu'on va mettre en service dans les 2 mois qui viennent. On est au bout du projet. Et ce sera une première de cette taille-là. Et surtout une première sur une centrale de méthanisation. Le deuxième projet qui arrivera plutôt début 2022, mais qui est très intéressant aussi, c'est une centrale solaire sur un toit beaucoup plus grand de 1600 m², de 315 kW crête. Toujours les mêmes matériels proposés. Donc ça produira 416 MWh et 2 chiffres clés. Le taux d'autoconsommation, donc 87% des kilowattheures solaires vont être absorbés par la centrale de méthanisation. Et le taux d'autoproduction, 31%. Ça veut dire que les 416 MWh de production solaire vont représenter 31% des consommations totales d'électricité du site. Donc en général, nous, quand on fait des projets d'autoconsommation, on est autour de 25-30%. Donc là, 31%, c'est bien optimisé. Donc effectivement, comme le disait Valentin, le jeu pour Agrizeudre, en Charente-Maritime, ce sera de pouvoir probablement faire coïncider le fonctionnement de certains équipements, idéalement sur le temps du midi, c'est là où il y a le plus de soleil, quand on est orienté plein sud. Donc là, le bâtiment, il fait 92 mètres de long, 20 mètres de large, et on va se connecter directement dans le tableau général basse tension du client. Donc là, grosso modo, le raccordement réseau et le raccordement au TGBT, c'est pas très cher, c'est 15 000 €. La centrale solaire, 260 000 €. Ce qui est important, c'est que ce qu'il faut regarder ici, c'est le 8,4 centimes du kilowattheure. C'est le coût moyen des kilowattheures évités par la centrale solaire. Donc après, on peut prendre comme hypothèse soit 2%, soit 3% de hausse de l'électricité par an. Et on arrive sur entre 450 et 500 000 € d'économie nette sur 20 ans. Donc ramener à l'année, c'est peut-être pas grand-chose, mais comme vous êtes dans un métier qui doit absolument réduire ses coûts de fonctionnement, ça c'est une approche assez facile. Tout à l'heure, un des intervenants disait que c'était complexe. Si c'est bien anticipé, c'est pas si complexe que ça. Il faut juste bien concevoir le bâtiment. Merci de votre attention. Ok, on a tous bien entendu. 500 au total sur 20 ans, 500 000 €. Tout à fait.
voilà, d'économies, en quelque sorte. Des économies. Oui. Ouais, donc c'est tout à fait considérable, c'est tout à fait significatif par rapport à ces projets-là. Ok, bah, il va nous rester quelques minutes pour notre temps de débat. Donc on a 5 minutes. on a bien rattrapé. Merci à Benjamin et merci à Silver pour leur performance et leur explication très concise. Est-ce qu'on a quelques questions? Amandine qui nous aide pour récupérer les questions et qui va peut-être nous les renvoyer sur notre petit écran. Alors, Amandine, les questions. Voyons. Alors, en régie, si on peut avoir la question. Voilà, l'outil... Ah, ça y était. L'outil Métacompare est-il ouvert aux méthaniseurs valorisant le biogaz en cogénération? Alors, Métacompare, ça c'est GRDF, me semble-t-il. Est-ce que notre ami de GRDF est toujours en ligne? Oui, vous m'entendez? Ok, on vous entend. Je ne sais pas si on vous entend, mais en tout cas, on vous entend. Ok. Oui, je vous entends très bien. Très bonne question. Effectivement, on a prévu que les cogénérations puissent l'utiliser. Lorsque l'utilisateur crée son site, en fait, dans l'application, il va préciser s'il valorise son biogaz en électricité ou en biométhane injecté. Et donc, du coup, ça change quelques indicateurs. Mais effectivement, ça permet aux cogénérateurs de pouvoir utiliser et se comparer également entre eux. Ok, donc c'est utilisable aussi pour la cogénération. D'accord. Une autre question. Est-ce que nous avons une autre question? Est-ce qu'on peut... Bioptimisation, pareil, c'était le début de la conférence, ça. La fiche électricité est-elle diffusable et où peut-on la consulter? Donc ça nous renvoie aussi à Bastien. Ouais, Bastien. Oui. Ok, vous êtes toujours en ligne. Allez-y. La fiche électricité, effectivement, elle est en cours de relecture au sein du GT électricité du club biogaz, dans lequel d'ailleurs on traite un peu les sujets d'autoconsommation photovoltaïque, qu'on s'est abordés, et les sujets aussi d'efficacité énergétique pour moins consommer d'électricité. C'est un GT qui est tout récent et qui est hyper intéressant par rapport à la thématique du jour. Donc cette fiche, l'objectif, c'est qu'on puisse la diffuser d'ici la fin de l'année ou au tout début d'année prochaine. Elle était quasiment finalisée. Là, c'est vraiment du peer review par le GT électricité. Donc, quand elle sera terminée, elle sera diffusée largement. Donc, je pense qu'on la retrouvera sur le site GRDF, projet méthanisation grdf.fr, et on la retrouvera à travers différents acteurs, et notamment sur le site du club de gaz, j'imagine. Ok, merci. Alors, une autre question peut-être? Ou bien... Oui, alors voilà. Je lis, la commune sur laquelle est porté un projet d'injection a décidé de ne pas signer de convention réseau avec GRDF. Est-ce possible au vu des textes réglementaires sur le droit à l'injection? Qui peut répondre? Peut-être encore, encore Bastien? Ouais. Alors c'est pas ma spécialité, la partie. Je connais bien le droit à l'injection, mais alors les conventions réseau. Donc là, la question, c'est signature d'une convention avec GRDF pour faire passer, je pense, un réseau biométhane d'un site de biométhane vers une commune qui a un réseau de gaz. Mais sur le chemin, il y a une commune qui n'a pas de réseau de gaz et on doit effectivement avoir une convention de servitude avec cette commune pour faire transiter le réseau. Je ne crois pas que réglementairement, cette commune soit obligée d'accepter le passage du réseau sur son périmètre. Par contre, c'est la première fois que j'entends qu'il y a un refus. Alors, je crois qu'il y a Pascal Garçon de GRDF, ou même juste après, il y a Gabriel, dans la session d'après. Si vous pouvez lui reposer la question, elle vous confirmera parce qu'eux, ils sont au plus près des projets. Mais je pense qu'effectivement, une commune peut refuser une convention de passage. C'est dans son droit. Gabriel, je la vois qui circule. Est-ce que, Gabriel, tu as entendu la question? Est-ce que tu peux éventuellement répondre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, oui, une commune peut refuser une convention de passage. Donc l'idée est vraiment de pouvoir travailler très très en amont avec ces collectivités pour pouvoir leur apporter tous les éléments leur permettant de valoriser le passage de ce gaz vert pour leur territoire. Voilà.
C'est très clair. OK. Est-ce que pour cette séquence, est-ce qu'on est au bout de nos questions? Encore une? OK. On en prend une. Alors, en RH, quelle est la place de la formation des personnels pour donc améliorer la maintenance et la sécurité sur les sites? Ouais, c'est pareil, ça nous renvoie à Bastien, je pense, Bastien Praz. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bastien? Je crois que c'était Valentin qui avait le sujet d'optimiser le coût RH. Ok. Alors Valentin, peut-être, si Valentin est encore en ligne. Oui. Valentin, Aujourd'hui, hein, le coût RH, il est quand même principalement porté par les salariés en fait qui vont exploiter le site de méthanisation. Donc effectivement, pour optimiser le nombre de salariés et les problématiques de compétences associées, puisque l'exploitation d'une unité de méthanisation demande un certain nombre de compétences diverses. Il y a effectivement un enjeu autour de la formation pour faire monter les exploitants en compétences et également de réaliser un maillage territorial, mutualiser les compétences entre unités pour pouvoir optimiser ce poste. Ça fait tout à fait partie des pistes. Ok, c'est tout à fait clair. Merci, merci Valentin. Ok, pour cette séquence. Encore une question? Une nouvelle question? Voilà. Alors, quelle taille minimale pour du PV, pour du photovoltaïque en autoconsommation? Sylvain? Alors, idéalement, l'économie d'un projet, elle se situe à partir d'une toiture de 500 mètres carrés. À partir de 500 mètres carrés, après, je dirais, il n'y a quasiment pas de limite. Mais vu les coûts de consommation d'électricité que présente une centrale de méthanisation, 500 mètres carrés, là, on est vraiment sur des temps de retour qui vont être entre 9 et 11 ans. Ok. Entre 9 et 11 ans, donc ouais, d'accord. Fin des questions pour cette séquence-là. Je propose un break à la régie de 2 minutes, le temps d'installer nos nouveaux intervenants, voilà, sur le plateau, et puis d'aller boire un petit verre d'eau.